Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report pour une toute nouvelle interview exclusive de notre émission. Avant tout, je vous invite à liker, commenter, abonnez-vous en masse, partagez à vos amis et à votre famille en sûreté et évidemment activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications concernant les prochaines interviews, les prochaines vidéos, les prochains let's play, les prochains vlogs, et puis tout ce qui arrivera sur la chaîne YouTube. Avant tout, également, j'aimerais vous annoncer autre chose. Je vais faire un vlog, un très bon vlog, donc la suite de mon vlog, donc la partie 2 de ce que j'avais déjà fait. Donc je ne vous spoile pas de ce qui va se passer dans la vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un voyage. En attendant, je vous permets, je me permets évidemment d'accueillir évidemment celui qui, depuis un petit moment, fait des vidéos avec moi et qui est votre représentant du catch français et international, le représentateur de tout le monde du catch en France, Monsieur Kevin Payne. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, c'est très flatteur ce que tu m'as dit, mais je suis pas du tout le représentant, pas encore, du moins, du catch français. Pas encore. Mais tu vas le devenir. Écoute, je vais tout faire pour, on va tout faire pour, en tout cas, nous deux. On va le devenir, t'inquiète pas. On va représenter le catch en France du mieux qu'on peut. D'abord, je compte évidemment remercier tous les fans, évidemment, parce que c'est grâce à vous qu'on fait ce genre de vidéo, c'est pour vous qu'on fait ce genre de vidéo, et c'est pour vous surtout qu'on va accueillir un homme qui, clairement, n'a pas besoin d'être présenté. C'est un homme qui a fait un parcours juste exceptionnel, un homme qui est juste incroyable, que ça soit sur le ring, que ça soit hors du ring. C'est un conseiller hors pair, un coach hors du commun. C'est un peu comme notre papa dans le catch, réellement. On le connaît sous le nom du masque, du Eagle Match, du Eagle Mask, je vais y arriver. Donc l'aigle, le masque d'aigle, El Macho, The French Stallion, Basile Baraka ou encore Sylvester Lefort. Je pense que vous l'avez compris car notre invité spécial nous vient de Nice en France. Il a 36 ans aujourd'hui. Il mesure 1,80 m pour 88 kilos. Et c'est un honneur pour nous de l'accueillir. C'est The French Sportiet. C'est Tom Larufa. Et Tom Larufa est un homme vraiment sympathique qu'on a eu l'honneur de travailler avec lui pendant plusieurs séminaires. N'est-ce pas, Kev? Vraiment, et le plus expérimenté, je dirais, des catcheurs masculins en France, parce que c'est le seul à avoir eu un contrat à la WWE. C'est ça, à NXT. Sans parler de André le Géant. Ouais. Mais voilà, dans la génération moderne, c'est comme la Rufa. On a eu Tristan Archer, mais lui, malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a eu de participation au tournoi de trésorerie. C'est déjà mieux que rien, je vais dire. C'est ça. Mais voilà, quoi. C'est ça. Il peut toujours y aller. Après, il peut toujours percer, Tristan, on espère pour lui. J'espère aussi pour lui. C'est le représentant national. Et international même. International même. International, voilà, international et français. On a eu récemment la signature de Amal. Récemment, ouais. La catcheuse féminine française, la première catcheuse féminine française à avoir été signée à la WWE. On espère qu'il y aura d'autres catcheurs et catcheuses qui pourront par la suite signer à la WWE, comme Tom Larufa ou Amal. On espère aussi.
Du coup, comme tu l'as dit, il est passé d'abord vers la Wrestling Stars, donc la WS en France. Il a ensuite pu aller à la FFCP, pardon. Ensuite, il a été évidemment, vous le savez, à la Total Non-Stop Action Wrestling, puis la World Wrestling Entertainment. Plutôt d'abord la World Wrestling Entertainment et après la TNA Impact, ou plutôt Impact Wrestling aujourd'hui. Au début de sa carrière, en 2006-2012, il est parti s'entraîner dans l'école de catch de Lance Storm à Calgary, Alberta, Canada. Il a fait ses débuts le 19 novembre 2006 à la Power Zone Wrestling, une fédération de la province d'Alberta, où il perd son tout premier match face à T-Bone. Et ouais, son tout premier match de catch, il le perd face à un catcheur de là-bas qui s'appelle T-Bone. Je mettrai la photo sur le layout, vous inquiétez pas. Première question pour Tom Larufa, évidemment. Alors, Tom, qu'est-ce que tu en as pensé de l'expérience que tu as pu acquérir avec Lance Storm, qui est un entraîneur exceptionnel, un ancien de la WWE, en t'entraînant dans son école? Et puis, qu'en as-tu pensé de ton premier match face à T-Bone? Alors, ce que j'ai pensé de mon expérience chez Landstorm, ben franchement, c'était la meilleure école à l'époque, en tout cas, où je pouvais aller apprendre le catch parce que c'était en 2006. Il nous a vraiment donné, enfin en tout cas moi, toutes les bases pour progresser du mieux possible, pour avoir la meilleure carrière possible, pour avoir les meilleurs débuts possibles également, parce que chez Lens, tu te ramenais, bon, sans avoir jamais fait de catch avant, au bout de 3 mois, c'est bon, t'étais formé, non pas pour aller direct bosser dans une grande fédération, mais au moins pour commencer à bosser sur des shows, donc ça c'était vraiment pas mal, et donc ça m'a permis d'avoir mon premier match pendant toujours la formation, c'était fin novembre, la formation se terminait début décembre 2006, et mon match, le premier match, c'était le 29 novembre. Et donc c'était contre un ancien élève de Lens, d'ailleurs, de la session d'avant la mienne, et contre T-Bone, et pareil, super souvenir, parce que comme en plus on avait été formé à la même école, on connaissait tous les codes de catch que Lens nous avait enseigné, donc le match était vraiment super, très fluide, et quand je suis rentré du match dans les vestiaires, quand Lens m'a dit très bon match, parce qu'il était là en plus dans les vestiaires, bah franchement c'est top, parce que je me suis dit c'est vraiment le genre de commentaires et de réactions que il faudrait que j'ai à la fin de chacun de mes matchs de ma carrière, quoi. Donc franchement, c'est à tous les niveaux, c'était vraiment un super souvenir qui m'a mis sur la route d'une carrière qui a été quand même vraiment pas mal. Ouais, franchement, moi personnellement, bah justement, je vais pas vous mentir, les amis. Personnellement, je comptais évidemment m'entraîner chez Landstorm, sauf que j'ai appris à mes dépens que du coup Landstorm avait fermé du coup son école de catch à Calgary, Alberta, Canada. Du coup, ben c'était un petit peu décevant, mais en même temps compréhensif. Mais franchement, personnellement, j'envie en fait vraiment ça parce que franchement, vu comment Landstorm a entraîné Tom LaRufa, d'après ce que j'entends, ça a été vraiment une expérience pour lui vraiment très très bénéfique. Ce qui, clairement, il a appris vraiment de Landstorm, qui est quand même un ancien de la WWE, qui est quand même probablement une légende de la WWE. Donc, Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est sûr quand tu apprends chez Storm, tu ne peux faire que des très bons débuts. C'est ce que Lance Storm lui a dit après son match à Tolarofa, que son match est très très bon. Et ça lui a permis, ces très bons débuts lui ont permis d'avoir la carrière qu'il a eu ensuite avec la WWE. Et ça lui a permis bien sûr d'avoir des bases solides. Comme il le dit lui-même à chaque stage, ça sert à rien de apprendre des moves si vous avez déjà des bases qui sont pas solides. C'est clair. Ça lui a vraiment permis de solidifier ses bases et d'ensuite ajouter quelques moves à son arsenal et Mm. devenir encore meilleur. C'est clair. Et bien sûr, c'est dommage que Storm ait fermé son école aujourd'hui, mais bon,
Toi aussi, Tous ces tu événements qui t'aurais bien aimé étaient participer à licenciés. un stage avec Lenstorm? Ah bah bien sûr, maintenant qu'il a été licencié, peut-être on verra le retour de son école, mais on verra. On verra, on verra. Ensuite, il retourne en France où il lutte à la ECWA, donc la ECWA, où il sera connu sous le nom de l'Aigle Masqué. Puis il abandonne son masque et son pseudonyme pour catcher sous son vrai nom, Tom Larufa ou El Macho. Puis il deviendra The French Stallion. Puis malheureusement, il quitte la ECWA en 2008. Donc, tout ça pour en venir à la deuxième question. Qu'en as-tu pensé de ton passage à l'ECWA? On sait que cette fédération a été créée en France par Pierre Booster Fontaine et co-représentée évidemment par votre présentateur français le plus connu et d'ailleurs dédicace à lui, Christophe Ajus. Fédération donc du coup dans le Nord-Pas-de-Calais en France du côté de l'Aventie qui a été du coup, je l'ai dit, fondée en 2002 par Pierre Booster Fontaine et co-représentée par Christophe Ajus. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin, avant que Tom Laruffa réponde à la question? Alors, je vais te dire qu'il faut toujours un moment dans sa carrière où il faut prendre des décisions, il faut aller tester d'autres fédérations. C'est toujours bien d'aller dans d'autres fédérations, de s'exporter. Et on le sait tous, rester en France ne va pas vous aider à faire du catch votre métier. C'est clair, Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. c'est vrai. Ni même à l'ancienne, ni même aujourd'hui, ce n'est possible. Mm. Donc il a bien fallu qu'il quitte un jour l'ICWA pour aller tester d'autres fédérations à l'étranger ou même d'autres fédérations en France pour pouvoir se faire connaître encore plus. C'est clair. Alors, ce que j'ai pensé de mon expérience à la ICWA, bon déjà ça date d'il y a longtemps, hein, c'était en 2007 principalement, un tout petit peu en 2008 après quand je suis rentré des États-Unis, mais principalement en 2007. Bah franchement la ICWA c'était bien parce que ça m'a vraiment donné mes premiers matchs en France. D'ailleurs avec eux on avait fait la tournée à La Réunion qui avant bah, c'était un truc qui se passait bah, tout le temps en janvier, c'est ça. Il y en a pas eu depuis quelques années à La Réunion. Bon, c'était pas de nombreuses années la WS, la Wrestling Stars qui le faisait. Puis après la ICWA est venue derrière et a pris la tournée. Peut-être ils ont fait une ou deux fois, je crois, je sais plus exactement. Puis après ça a tourné avec d'autres fédés, donc et depuis bon c'est un peu tombé malheureusement dans l'oubli pour l'instant. Mais donc voilà, ça m'avait permis de catcher à la Réunion, ça c'était top, avec de bons catcheurs européens. Pareil, le truc de la ICWA, ce qui était bien, c'était qu'enfin, en tout cas à mon époque, c'était qu'il y avait quand même très peu de catcheurs français. Donc dès le début, moi, ça m'a permis de commencer à catcher sur les shows, surtout par rapport au niveau que l'enseignement chez Lens m'avait donné. Donc ça, c'était vraiment bien. Ça m'a permis aussi de catcher avec à la fois non seulement pas mal de catcheurs européens de haut niveau, il y avait Bad Bones à l'époque, Joe Legend, et donc pour moi qui avait moins d'un an de carrière, c'est vraiment top. Et après d'autres catcheurs français à l'époque, comme il y avait Phoenix, Tom Delacroix et Yann Colby, principalement, hein, que je dise pas de bêtises, donc ça pareil, c'était vraiment bien d'ailleurs. Et bon, mes débuts à la ICWA, c'est toujours marrant parce que j'étais allé faire un stage à Béziers, parce qu'à l'époque, Béziers, l'association biterroise de catch travaillait avec Booster et l'ICWA. Et donc, j'étais allé faire un stage là-bas et ça m'avait permis de rencontrer Rémi Soulier à l'ABC qui, depuis, en fait, je suis leur champion depuis maintenant 2 ans. Et à l'ABC, par contre, je bosse aussi très régulièrement. Mais donc, à la base, je les avais rencontrés en 2007 à travers la ICWA. Bah du coup, franchement, je suis impressionné parce que faut se rappeler quand même que tu es le tout premier champion méditerranéen. Tu as gagné le titre au dernier, enfin la dernière représentation de la nuit du catch. Franchement, d'ailleurs, bravo à toi pour cet accomplissement. Et puis, ben, franchement, on peut que être admiratif de ce que tu as accompli dans le monde du catch, que ça soit en France, au Canada ou aux États-Unis.
Et vraiment, t'es vraiment pour moi l'exemple, en fait. C'est vraiment, t'es vraiment pour moi l'exemple en France de ce que c'est le catch. Parce que toi, au moins, t'as réussi vraiment tout ce que t'as pu entreprendre et encore, on va dire que t'as pas encore terminé ta carrière. Donc, on te souhaite vraiment que le meilleur. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Comme tu as dit, vraiment, Tom Laroupa, son expérience avec Youngstorm lui a permis d'aller dans la l'ICW. Comme il a dit, c'était le seul catcheur français à avoir une telle expérience. Et Est-ce que ça lui a tu es permis d'accord pour de... dire que c'est l'exemple? Ah, justement, oui, parce que il a quand même catché avec de grands noms, comme il a cité de grands noms comme Bad Bones, Joe Legend qui était avec nous il y a Oui. même pas quelques temps de cela. Mm, Il a quand même, voilà, il a été champion pendant 2 ans, si mm. je me trompe pas. C'est clair. Donc, il a vraiment eu des très bons débuts, tu vois, des débuts de rêve. Franchement, tu Donc, il a précisé, pouvais donc pour ceux qui n'ont pas avoir entendu, il a précisé des noms tels que Bad Bones, Joey Legend, qu'on côtoie de temps en temps, Phoenix également, et puis voilà. Donc, franchement, Tom LaRuffa, super catcheur. Et tu voulais finir, Kevin? non, vraiment un exemple. L'exemple même. C'est ça. On va passer du coup pour vous à la troisième question pour Tom LaRuffa. Et c'est une question qui concerne du coup son passage à la WS. Quand as-tu pensé de ton passage, qu'en as-tu pensé de ton passage à la WS aux côtés de Flash Gordon? Ouais, ben la WS, vraiment, ça a été pour moi une des plus grosses étapes de ma carrière. Bien évidemment, avant la WWE, mais même, en fait, toute fédération confondue, tout simplement parce qu'à la WS, c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'importance de plein de choses. Déjà, primo, d'avoir un personnage fort. Avec le Spartiate, ça m'a vraiment permis de commencer à décoller et de trouver mon propre style de catch, chose que je n'avais pas vraiment jusqu'à présent. J'étais un bon catcheur, mais j'avais pas vraiment de personnage, donc ça, voilà, c'est grâce à la WS et Flash Gordon qui m'a bien guidé là-dessus. Ensuite, le fait de bosser 3 à 4 fois par semaine, hein, c'est par semaine, par week-end, c'est-à-dire 3 ou 4 shows, ouais, 3, des fois 4 shows même carrément, on en avait des fois le mardi ou le mercredi par semaine, c'était vraiment énorme. Après, petit à petit, comme j'étais le seul catcheur vraiment bilingue, anglais-français, j'étais celui qui s'occupait de tous les étrangers à la WS. Donc ça aussi, ça m'a permis de non seulement déjà tisser un réseau de relations à travers toute l'Europe, mais également de voir comment on gérait les catcheurs et des catcheurs dans une grosse promotion, disons-le, et notamment comment gérer, bon, je vais pas dire les égos, mais en tout cas gérer la personnalité de différents catcheurs. Certains sont très cool, d'autres sont un peu plus relous. Donc il faut savoir comment leur rappeler que le lendemain ils ont leur vol, leur billet d'avion. Enfin voilà quoi. C'est franchement ça m'a vraiment permis de voir déjà de progresser dans le ring de manière phénoménale, bien évidemment. De faire une tournée de deux, on a fait 2 tournées, non trois, même 3 tournées de Zénith avec la WS et à travers toute la France de 2008 à 2010. Et grâce à ça, ça m'a permis d'avoir le niveau, voilà, aussi donc de me faire signer à la WWE en 2011. Le 9 novembre 2008 à Évreux, tu remportes ton match face à Metal Master pour remporter ton premier titre en devenant champion des super moyens de la All Star Wrestling, une fédération anglaise. Malheureusement, tu perds ce titre un peu plus tard, le 22 mars 2009, face à Mikey Whiplash. Qu'as-tu ressenti en remportant ton premier titre de championnat super moyen de la All Star Wrestling face à Metal Master? Ouais, alors en fait, j'avais remporté ce titre en France. C'était Metal Master qui était venu avec en France et on l'avait fait un combat justement à la WS et où j'étais devenu champion en vue d'aller le redéfendre en Angleterre en mars 2009 si je me souviens bien. Ouais, en tout cas c'était en 2009, ça c'est sûr, à Croydon dans la banlieue de Londres où j'ai recatché il y a pas longtemps d'ailleurs, c'était énorme, ça c'était vraiment
pas mal d'y revenir avec Brian Dixon de la All Star Wrestling. Et franchement, bon après voilà, c'est surtout un immense honneur de tenir cette ceinture et de la porter autour des hanches, sachant que les plus grands catcheurs poids moyen du monde l'ont porté, comme Daniel Bryan, Mark Rollerball Rocco, Jushin Thunder Liger, Doug Williams, enfin voilà, Robbie Brookside, enfin voilà, vraiment une ceinture pleine d'histoire et très riche d'histoire à laquelle j'ai pu ajouter mon nom à son palmarès. Du coup, franchement, bah déjà félicitations pour du coup ce titre du coup que tu as remporté face à Metal Master, qui est venu du coup t'affronter, si j'ai bien compris, et que tu as donc battu pour remporter le titre. Du coup, ben c'est juste super cool. Malheureusement, tu l'as perdu un peu plus tard face à Mikey Whiplash. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? C'est la vie. Perdre des titres, en gagner, mais il a, comme il a dit, il a participé à un show à Londres. Il commençait à s'exporter petit à petit. Il est retourné il y a pas longtemps dans cette fédération à l'ASW où il fêtait justement les 50 ans de l'ASW. Il avait mis une vidéo justement, un vlog sur sa chaîne où D'ailleurs, qu'on salue la chaîne Tom La Rufa ou TLR sur YouTube. D'ailleurs, allez la voir. Je vous mettrai un petit lien dans la description pour aller voir sa chaîne YouTube. Tu disais? justement, il racontait qu'il avait fait 10 matchs c'était en, je sais pas combien de semaines, mais tu vois, quand même 10 matchs. Tu vois, il avait fait quand même, ouais, c'était 10 matchs, 9 ou 10 matchs en une semaine. Ah ouais, quand même. Faut le faire quand même. Et pour quelqu'un comme lui, c'est pas impressionnant. Mhm. Et voilà, c'est de là qu'a commencé son exportation et qu'il a commencé à vraiment exploser. C'est clair. Du coup, en 2011, Tom La Rufa participe à la première saison de World of Hurt, une émission canadienne de télé-réalité sur le catch diffusée sur The Cave. Le 11 novembre 2011, Tom La Rufa apparaît à la WWE, donc la World Wrestling Entertainment, à SmackDown, où il affronte le Big Show avec deux autres catcheurs sous les noms de Andy Baker et Zach Zodiac dans un match handicap. Donc c'est un match donc visiblement 3 contre 1. Donc Andy Baker, Zach Zodiac et Tom La Rufa contre le Big Show. En août 2012, Tom La Rufa annonce qu'il a signé officiellement un contrat avec la World Wrestling Entertainment. Il y travaillera sous le nom de Sylvester Lefort. Le 29 mai 2013, au cours de WWE NXT, Lefort devient le manager de Scott Dawson et Garrett Dillon et se présente comme un millionnaire de la Côte d'Azur. Le 19 juin, il demande que ses clients deviennent les challengers pour le championnat par équipe de la NXT. Lors de la Dusty Rhodes, le manager général de NXT, accepte cependant de leur donner un match pour désigner les challengers face à Corey Grave et Cassius No. La semaine suivante que Dawson et Dillon perdent, cette défaite marque aussi la fin de l'équipe. La WWE décide de mettre fin au contrat de Dillon début août, malheureusement. Le 28 août à NXT, Alexander Rusev devient son nouveau client en aidant Scott Dawson à battre Enzo Amore. Le 31 octobre, il fait équipe avec Alexander Rusev et bat Colin Cassidy et Enzo Amore. C'est quand même pas rien, n'est-ce pas, Kevin? Ah, c'est soft, faut quand même les battre. C'est Ils ça, ont quand même leur moment à NXT. C'est déjà ça. c'est ça. Le 20 novembre, la WWE informe que Lefort est blessé au genou. Aïe, aïe. Lors de NXT du 1er janvier 2014, il apparaît en coulisses annonçant être à la recherche d'un nouveau protégé et lui garantit sans beaucoup de bénéfices. Lors de NXT du 5 février 2014,
il perd face à Mason Ryan, l'ancien membre de la New Nexus. Lors de NXT du 10 avril 2014, il perd face à Mojo Rawley. En mai 2014, il forme avec le Français, son meilleur ami d'ailleurs, qu'on aimerait bien savoir s'il va bien, Marcus Lee, l'équipe appelée The Legionnaires, lors du show NXT TakeOver. Fatal 4-Way, il perd lors d'un match R contre R, donc un match coiffure contre coiffure, cheveux contre cheveux si vous préférez, mais réussit à échapper à la tonte de ses cheveux. Le 16 octobre 2014, lors de NXT, Marcus Lee se retourne contre lui lors d'un match face à Colin Cassidy et Enzo Amore. Donc une trahison de Marcus Lee envers Tom LaRufa. Terrible, n'est-ce pas Kevin? Ça a marqué la fin justement de son ère à la WWE, malheureusement. Et ensuite, le 24 juin 2015, il effectue son retour à NXT, mais lui et Jason Jordan perdent contre Colin Cassidy et Enzo Amore. Le 5 février 2016, son contrat avec la WWE prend fin, en même temps que Marcus Lee et Bull Dempsey. Donc du coup, si on résume les choses, il y a eu beaucoup de dates qui ont été dites. Donc du coup, le 11 novembre 2011, LaRufa apparaît à SmackDown où il affronte le Big Show dans un match 3-on-1 handicap match avec Andy Baker et Zack Zodiac. Et il a eu donc du coup le 5 février 2016 la fin de son contrat. Donc du coup, si on résume bien les choses, ça fait donc 5 ans en tout de contrat, entre guillemets, avec la WWE. Kevin, si on résume. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas pu le faire, quoi. En fait, la WWE ne lui a pas donné sa chance. Mm. Il est arrivé... Ça fait 4 ans, excusez-moi, 4 ans parce qu'il signe officiellement en 2012, en août 2012, et il finit en 2016. Donc ça fait 4 ans officiellement qu'il était sous contrat avec la compagnie. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il est parti au moment où la hype NXT était en train de monter, était vraiment en train de monter, tu vois. C'est clair. Il serait resté 1 ou 2 ans de plus, peut-être qu'encore à ce jour, il serait encore là. Parce que la hype, elle était en train C'est vrai c'est vrai qu'il y a pas mal de catcheurs du coup qui sont revenus un peu plus tard. Donc on a eu le retour de Drew McIntyre, on a eu le retour de Alex Riley. Donc vraiment, on a eu quand même 2 gros noms du catch, 2 gros noms du main roster. On a eu du coup les petites arrivées, enfin le retour de Tyson Kidd même, je crois, également. Donc vraiment, on a eu pas mal de gros noms quand même à NXT à cette époque. On a eu du gros nom, mais bon, Sylvester Lefort ne faisait pas partie, malheureusement. Plutôt, on va dire, il était sous-utilisé, quoi. Il n'était pas très utilisé, il méritait mieux, franchement. 5e question, les amis. Et là, c'est une question très importante, alors ouvrez bien vos oreilles. Le rêve américain. Qu'as-tu pensé de ton passage à la World Wrestling Entertainment et surtout à NXT, la brande noire et jaune, avec des catcheurs exceptionnels avec qui tu as travaillé tels que Big Cass, Enzo Amore, Scott Dawson, aka Dax Harwood, Alexander Rusev, aka Miro, Marcus Lee, donc ton meilleur ami, Mojo Rawley ou encore l'ancien membre de la New Nexus, Mason Ryan. Et as-tu évidemment des nouvelles de ton partenaire des légionnaires, Marcus Lee? Bah écoute, je pense que c'est le but ultime de n'importe quel catcheur d'être un jour sous contrat avec la WWE. Donc bien évidemment, ça a été une superbe expérience qui m'a énormément appris sur moi-même et sur le catch de façon générale. Surtout par le fait que bon, je suis quand même resté presque 4 ans là-bas.
à NXT. Et rien que le fait de s'entraîner quasiment tous les jours avec tant de coachs les uns les autres, les plus doués du monde, les meilleurs coachs du monde, que ce soit Norman Smiley, Billy Gunn, Joey Mercury, Terry Taylor, Nick Eugene Dinsmore, Matt Bloom, Robbie Brookside, William Regal, enfin bref, voilà. C'était vraiment un superbe apprentissage qui m'a permis d'amener mon catch à un niveau vraiment jamais égalé auparavant, en tout cas dans ma carrière, et qui me permet justement maintenant, dans les stages que je fais, de partager ce savoir. Donc ça, c'est vraiment super. Puis après, c'est clair que voilà, catcher à NXT à la télé, même j'avais fait un match à SmackDown, j'avais fait plusieurs Raw et SmackDown dans les vestiaires. Voilà, une fois que tu es dans cette machine, bien évidemment, tu vois le business d'un autre œil. Et dans un sens, ça a plus la même saveur, mais ça a une saveur différente. Ça veut pas dire que c'est moins bon ou que c'est meilleur, c'est juste que c'est différent parce que là, tu es vraiment dans un engrenage dans la machine et tu vois plus ça avec les yeux d'un fan avec plein de lumière dans les yeux. T'es sur une émission, tu dois catcher du mieux possible pour que l'émission soit le mieux possible, tu vois. Donc ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et puis donc voilà, ça m'a permis de côtoyer, catcher ou manager des mecs qui sont devenus des superstars suite à ça. Ça aussi, c'était énorme. Mais bon, c'est moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est que, enfin, ce que j'aimais surtout à l'époque, c'était que, bon, tous les mecs qui passaient à la télé, même, à l'époque, c'était quand? C'est il y a 6 ans maintenant presque. Ouais, c'est entre 8 et 4 ans. Parce que 8 et 6 ans, vu que je suis resté 4 ans là-bas. Euh, ouais, donc les mecs comme même les Finn Balor, Kevin Owens, Hideo Itami, mais bon, il est plus lui. Sami Zayn, tu vois, par exemple, j'avais fait un match avec Sami Zayn lors d'un entraînement avec Joey Mercury. Et quand tu fais des matchs avec ces gars-là et que tu vois qu'au final, bon, tu tiens largement la route et tu tiens la distance, c'est ça qui est bien quand tu t'entraînes avec tous ces superstars maintenant aujourd'hui de la WWE. Moi, je les vois catcher et je me dis que je sais que si on me met dans un ring avec eux, voilà, j'aurais pas à rougir parce qu'au final, on s'est entraîné ensemble pendant des années et puis voilà, ça se passait super bien, quoi. Et donc, ça m'a aussi permis de rencontrer Marcus Louis, mon ancien partenaire dans les Légionnaires, puis plus tard à Impact dans le tribunal. Et là, voilà, bien sûr, on est toujours en contact très régulièrement. Bon, là, on se voit plus trop, mais au moins par message sur Instagram ou Twitter, on est toujours en contact parce que voilà, on a construit une amitié avec les années et surtout les hauts et les bas de la carrière en équipe qui fait qu'on sera, je suis persuadé, toujours potes, même s'il y a de la distance, on saura toujours se retrouver et rigoler un bon coup. Déjà, être à la WWE, c'est vraiment une chose exceptionnelle pour Tom Laupa parce que, comme on l'a dit avant, c'est quand même l'un des seuls Français masculins à avoir signé à la WWE. Déjà, ça, c'est exceptionnel. Ensuite, catcher avec des entraîneurs légendaires tels que Matt Bloom, Robbie Brookside, Joey Mercury. et William Regal, c'est vraiment exceptionnel aussi. Et rencontrer Il y avait également Billy Gunn, il a dit. Billy Gunn aussi, Matt Bloom. rencontrer des catcheurs talentueux comme Kevin Steen, Sami Zayn. Mm. Tout ça, ça améliore vraiment ton expérience dans le catch. Ça passe du coup les bases que tu as fondées en France à un niveau supérieur. Voilà, maintenant, pourquoi c'est lui qui a réussi? Parce que vraiment, c'est lui qui était le meilleur à ce moment-là parmi tous les Français. Et c'est lui qui est le mieux placé aujourd'hui pour apprendre aux plus jeunes tels que nous comment y aller dans les plus autres grandes personnes. fédérations. C'est clair. Et pour Marcus, lui, on espère le revoir très vite dans les shows. On espère même, pourquoi pas, un jour s'entraîner avec lui. S'entraîner avec vous deux, ça serait encore mieux. On le revoit. Ça sera encore mieux, clairement. Du coup, on va passer à la 6e question. Ça fait déjà beaucoup de questions, clairement. Alors du coup, en 2016, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans à peu près, à la suite de son renvoi de la WWE avec Marcus Louis, Tom LaRuffa est annoncé comme participant
à un événement de la TNA, donc de la Impact Wrestling, One Night Only, donc la seule nuit, organisé par la Total Non-Stop Action Wrestling. Un contrat sera signé peu de temps après, lors de Impact Wrestling du 24 mai 2016. Basile Baraka, donc Tom Larufa, donc se fait renommer en tant que Basile Baraka. Et pour Marcus Louis également un nouveau nom tel que Baron Dax. Donc du coup, viennent en aide à All Snow dans son match contre Grado lors du show du 31 mai. Il se présente comme une nouvelle équipe, le Tribunal. Après un court discours, Grado et Mahabali Shira arrivent sur le ring pour se confronter aux deux Français, donc se confronter au Tribunal. Une bagarre éclate entre les quatre hommes. Olsno, muni d'une chaise, attaque par derrière Shira et Grado, ce qui donne l'avantage aux deux Français qui passent à tabac leurs opposants. La semaine suivante, le tribunal fait équipe avec Abyss et Crazy Steve et Eli Drake face à Bram, les Bromance, Grado et Mahabali Shira dans un 10-man tag team match. Donc je vous le rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas compris le match. Donc il y a eu un match 5 contre 5 avec du coup Abyss et Crazy Steve, donc qui faisaient partie de l'équipe DK avec, j'ai oublié le nom de la demoiselle. Rosemary. Merci, merci. Et ils ont fait équipe avec Eli Drake et Bram. Donc du coup, si je dis bien les choses, donc ça fait Abyss, Crazy Steve, Tribunal, donc ça fait déjà 4. 4. Et Eli Drake, donc ça fait 5. Face à Bram, les Bromance, Grado et Mahabali Shira dans un 10-man tag team match qu'il remporte. Lors de Slammiversary 2016, lui et Baron Dax, managés par Holsno, battent Grado et Mahabali Shira. Lors de Impact Wrestling du 14 juin, ils perdent contre The DK, donc Abyss et Crazy Steve, dans un Four Corners match qui comprenait également Grado et Mahabali Shira. Et The Bromance, donc un match avec 4 équipes différentes. Donc les Bromance qui étaient composés de Jesse Goddard et Robbie E. Et ne remportent pas les... C'est ça, exactement, bravo pour la référence. La Robert Stone brand. Et ils ne remportent pas les TNA World Tag Team Championship lors de l'Impact Wrestling du 20 octobre. Ils ont eu une nouvelle opportunité de gagner ce titre, mais ils échouent face à l'une des plus grosses équipes de l'histoire du catch. C'est les Hardy Boys ou alors les Broken Hardys à l'époque de la Impact avec Brother Nero qui est Jeff Hardy évidemment et Broken Matt Hardy qui est aujourd'hui avec son nouveau personnage. Voilà. À la All Elite Wrestling. Donc du coup, le 10... Alors, j'ai pas fini de lire. Lors du Explosion du 26 novembre, il perd contre Moose. Le 10 décembre, à la TNA, il annonce le départ de Tom Larufa. Alors, du coup, comme tout à l'heure, on va faire un petit résumé. Donc, du coup, la Impact, visiblement, ça n'a malheureusement pas duré très longtemps. Parce que du coup, il est arrivé en 2016, du coup, et il est parti la même année. Hein. Je suis en train de regarder vite fait, mais ouais, c'est ça. Hein. En fin d'année à peu près. En fin d'année 2016, début 2017, à peu près. Ouais. Il est arrivé en quel mois, je sais plus, mais... Il est arrivé, je vais te dire ça tout de suite, il est arrivé
Alors, attends. Il est arrivé début mai, un peu. Genre au mois de mai. Genre Ouais, avril-mai. ça fait Avril-mai. à peu près 6 mois de contrat. À peu près, ouais. Donc, du coup, suite à ça, petite question. Après ton renvoi de la WWE, Marcus et toi-même, vous êtes allés à la Impact Wrestling, fédération fondée évidemment, référence, toujours des références avec le report, fédération fondée par Jerry Jarrett et son fils Jeff Jarrett en 2003. D'ailleurs, tu as changé de nom à la suite de ce changement d'entreprise. Tu t'es fait connaître sous le nom de Basil Baraka. De la WWE à la TNA Impact Wrestling, qu'as-tu pensé de ton changement et de l'expérience que tu as pu acquérir avec Marcus? Donc, ce que j'ai vraiment préféré à Impact, en tout cas par rapport à la WWE, c'est tout simplement la liberté qu'on avait beaucoup plus prononcée dans nos personnages, dans notre style dans le ring, dans notre apparence, dans plein de choses en fait. Je veux dire, c'est une histoire que je dis souvent, notamment à mes stages, donc tu dois le savoir, c'est que le meilleur conseil que j'ai jamais eu en catch, c'était donc à mon tryout à la TNA Impact, où je demandais au producteur du match, on devait avoir un match à la télé, donc pour un pay-per-view qui était One Night Only, si je me souviens bien, de mai 2016 contre les Bromance, dont dans une équipe dans laquelle était Robbie E, qui est maintenant Robert Stone à NXT, si je ne me trompe pas. Et donc bref, je demande au producteur qui est un peu l'agent du match, celui qui gère un peu le segment et le match, je lui demande ouais, tu veux qu'on fasse quoi comme genre de français, parce que bon, on n'était pas encore signé et puis il fallait qu'on sache quelle direction ils voulaient qu'on prenne. Tu veux qu'on fasse des français vraiment sérieux, business, ou alors français plutôt déconneur, limite comédie, quoi, tu vois. Et là, l'agent du match qui était Pat Kinney, qui était Simon Diamond à la ECW, pour ceux qui s'en souviennent, il y a plus de 20 ans maintenant, 20-25 ans, il nous dit écoutez les gars, voyez ces 18 minutes comme votre entretien d'embauche, montrez-nous pourquoi on devrait vous filer un contrat. Et donc voilà, ça a été vraiment le meilleur truc que j'ai jamais entendu de toute ma carrière aux États-Unis, entre guillemets, en tout cas à ce moment-là, parce que en général à NXT, on arrivait, bon, on avait très peu de liberté à la télé, on nous disait tout quoi faire, et voilà. Là, le mec, il nous dit écoute, t'as 18 minutes à la télé, tu peux faire ce que tu veux tant que c'est bon, quoi. Ça, c'est bon, c'est énorme, tu vois. Bon, après, bien sûr, il faut savoir ce qui est bon et ce qui est faisable. Tu vas pas commencer à faire des bêtises à la télé pour qu'après ils t'enlèvent de la télé. Non, mais il faut être professionnel, il faut faire le boulot et ça, franchement, c'était top. Et ça a été comme ça quasiment tout le long à la TNA, hein. C'était vraiment un travail d'équipe où on sentait vraiment que on nous écoutait, on écoutait nos suggestions et puis ça se passait vraiment super bien et j'en garde un excellent souvenir. Malheureusement, après ça s'est terminé quand il y a eu le rachat de Impact par Anthem, je crois, au Canada et là ils ont fait des grosses coupes budgétaires et ils pouvaient plus se permettre de me faire venir de la France pour faire les enregistrements à Orlando à l'époque. Et puis, septième question, qu'as-tu pensé de tous les talents avec qui tu as travaillé à Impact, tels que Abyss, Crazy Steve, donc The DK avec Rosemary, Eli Drake, donc ton pote Baron Dax, All Snow, Grado, Mahablishira, The Bromance et évidemment The Broken Hardys et Moose. Vin, est-ce que tu veux réagir à cette question, la septième? Qu'est-ce que tu en penses du fait qu'il ait quand même travaillé avec des talents quand même qu'on voit actuellement, donc Crazy Steve, qui est très connu, Eli Drake, Moose, les Hardy Boys, les Bromance. Vraiment, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il a toujours côtoyé vraiment les plus grands, côtoyé plein de talents. En même temps, quand on est dans des grandes fédérations comme TNA et la WWE, on peut s'attendre que à rencontrer des si grands talents. Et c'est ce qui lui a permis de développer notamment son in-ring et son expérience Son personnage de pour lui permettre Spartiate d'être le meilleur. a encore plus Son- évolué. Mm. Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'il n'a pas pu montrer ce personnage hors de France. Malheureusement, ouais, parce qu'en fait, ouais, Enfin, il a duré il l'a 4 montré ans. en Europe. Malheureusement, il a duré 4 ans à la WWE.
enfin un tout petit peu plus que 4 ans quand même. Mais à part ça, il n'a pas duré longtemps malheureusement à la Impact. Donc c'est un peu gênant quoi. Il a duré, allez, en tout, ça doit faire 5 6 ans aux Moins de États-Unis. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 6 ans, ouais, 5 6 ans aux États-Unis. Donc, Non, mais même pas 6 ans, c'est moins de 5 ans il a duré. donc c'est un peu vraiment dramatique pour lui parce que vraiment c'est comme un catcheur bilingue, il n'y en a pas beaucoup. C'est quand même un excellent talent. C'est quelqu'un qui sait parler au micro. C'est un coach. C'est l'un C'est des rares aussi bien parler au micro dans tous les Français. donc c'est L'un des rares. vraiment dommage pour Tom que qu'il n'ait pas pu exploiter un peu plus le sol américain. Mais j'ai D'ailleurs, c'est quand même dommage qu'il n'a pas eu de titre en fait en Amérique. c'est vrai que ça soit la VVE ou alors à Impact, il n'a pas eu de titre et c'est bien dommage d'ailleurs. Au moins des titres par équipe auraient été bien, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Là aussi, ce qui était bien à Impact, c'est que en fait, on arrivait, on faisait direct des enregistrements télé. C'était pas comme un NXT où on faisait 3, 4, 5 jours parfois d'entraînement dans le OPC, au Performance Center, pour ensuite faire les enregistrements. C'était une fois toutes les 3 semaines, je crois. C'était pas toutes les semaines à l'époque. Donc voilà, c'est clair, Impact c'était nickel. Là, t'arrivais, tu posais ton sac, tu faisais ton match à la télé, tu repartais, c'était top. Et donc ça nous a permis de bosser avec d'excellents catcheurs, comme tu le dis, toute cette liste. Et ça c'était énorme parce que tu vois, pareil, c'était vraiment des professionnels. Le truc des fois à NXT, c'est que tu catches avec des mecs qui ont pas trop d'expérience, donc tu dois les coacher, les guider, tout ça, machin truc, ce qui est faisable, hein, c'est pas désagréable, mais c'est clair et net que c'est beaucoup plus agréable de bosser avec des mecs qui catchent depuis plusieurs années, notamment à la télé. Et tu sais que quand tu vas aller dans le ring, ils vont savoir ce qu'ils font et ça va faire un super match. Contrairement à des fois quand tu bosses avec un mec un peu avec moins d'expérience, c'est que tu dois te concentrer 2 fois plus déjà pour pas qu'il te blesse et surtout sortir un bon match quoi. Donc voilà, non, franchement Impact c'était vraiment un super souvenir. Attention, NXT c'était vraiment énorme aussi, hein. Mais voilà, c'est sûr que les deux m'ont appris beaucoup et de différentes manières. Du coup, ben, j'ai vraiment bien écouté ce que tu as pu dire, c'est vraiment intéressant. Je pense que ben, ça va vraiment plaire ce contenu à nos fans. D'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager, abonnez-vous, partagez à fond à votre famille, à vos amis, en sûreté, toujours en sûreté les amis, faites attention. Et puis activez la cloche, évidemment. Donc du coup, ouais, franchement, moi ce que j'ai compris, c'est que vraiment t'étais entre deux chaises un peu. Ça veut dire que t'avais quand même les deux meilleures entreprises à cette époque sur le sol américain. Donc d'un côté la TNA et de l'autre la WWE. On va dire que t'es resté plus longtemps à NXT, mais que t'as pas pu montrer tout ce que t'avais à montrer à l'époque de Sylvester Lefort. Quand t'es repassé du coup sur le sol américain, mais du coup à la Impact Wrestling, lorsque tu as changé de nom pour devenir Basil Baraka, tu es resté pendant à peu près un an à la Impact, mais t'as toujours pas pu montrer tout ce que tu avais à montrer à Impact. Et du coup, malgré le fait que tu aies pu travailler comme avec tous ces noms au sol américain, ça t'a fait vraiment du bien et que tu as préféré quand même travailler à Impact parce que tu as eu plus de liberté, plus de bons moments en fait. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, Impact et NXT, c'est quand même de deux entreprises vraiment très différentes. NXT, en fait, le moment où il a quitté NXT, comme j'avais dit, NXT était en pleine croissance encore. C'était vraiment Et le début, on va dire, entre guillemets, du Spartiate. Et Impact, ça a été un petit peu, comment dire, c'était un petit peu, comment on peut dire ça, c'était vraiment, il a émergé, quoi. C'est vraiment, vraiment, il a émergé, il a continué à progresser en tant que ce personnage.
Et puis, avec tous les noms avec qui il a travaillé, moi, ça, on va dire, ça, je perds mes mots, mais je pense que vous m'avez compris. Ça a encore plus travaillé son personnage. Il s'est fondé un nom sur le sol américain qui fait qu'aujourd'hui, il est assez connu. N'est-ce pas, Kevin? En fait, voilà, comme tu as dit, mais le Sparset, en fait, ils l'avaient pas utilisé aux États-Unis. Enfin, ils l'ont pas laissé utiliser ce personnage. Ça peut être dommage. Mm. Euh, du coup, à la TNA, ce qui est bien pour lui, comme il a dit, il a pu avoir vraiment beaucoup de liberté. Mais comme il avait dit aussi avant, tu vois, souvent, quand on est un jeune catcheur, le rêve principal, c'est de signer à la WWE, comme c'est une plus grande compagnie. C'est clair. Mais le problème dans cette compagnie, c'est que t'es guidé. T'es pas libre, en fait, de faire ce que tu veux. C'est ça le problème. Mm. T'as C'est pas ça le vraiment de problème liberté où tu te dis, qui a qu'est-ce que tu détruit dois des faire, carrières, où tu dois malheureusement. y aller. Voilà. Donc, il y a des avantages et des désavantages. Des avantages et des inconvénients comme tout et n'importe quoi, en fait. Comme même les métiers, on va dire, original, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Toujours. C'est ça. Du coup, on va passer évidemment à la dernière question du WWE Report. Oui, déjà dernière, je sais que vous aimez l'émission, je sais, mais c'est comme ça. Il faut toujours une fin à toutes les bonnes choses, n'est-ce pas, Kevin? Ah, toute chose a une bonne fin. C'est clair. Du coup, il participe ensuite à la WCPW Pro Wrestling World Cup dans la catégorie Rest of the World, représentant la France. Il perd son premier match contre Jørn Simons, qui représentait la Hollande. Le 9 septembre 2017, Tom LaRuffa défie le champion de la promotion West Catch, Monsieur Tristan Archer, qu'on salue évidemment. Le combat a lieu le 17 mars 2018 à Plosn. One, c'est one. Ouais, Ploan, ouais. Tom LaRuffa en ressort vainqueur grâce au youtubeur Sturi, qu'on salue également, et devient le nouveau champion de là-bas. Lors de Wrestling Cults, il perd contre Bad Bones, qui retrouve son ancien collègue d'entraînement, pardon, qui s'est entraîné dans le stage avec Lance Storm au début de sa carrière. Le 26 octobre 2019, dans la nuit du catch, dans la deuxième édition de la nuit du catch, il devient le tout premier champion méditerranéen en battant Legend Von Creed, Mike DiVecchio et Bodyguard en finale d'un tournoi grâce à son ami et le présentateur de la soirée, Guillaume Lepers, qu'on retrouve évidemment sur l'une des meilleures chaînes YouTube de catch aujourd'hui, French Wrestling Beast, qui intervient pour empêcher l'intervention de Fabio Ferrari, l'Italien, en faveur du bodyguard. Ces derniers portent un coup de raquette et un body slam sur le Perse, ce qui laisse le temps à LaRuffa de porter son super kick sur bodyguard pour la victoire. Donc victoire de Tom LaRuffa et il devient le tout premier champion méditerranéen de l'histoire du catch français. Si ça, c'est pas quelque chose quand même, Kevin. Ah bah, il continue d'étoffer son palmarès malgré son âge. C'est ça. Donc du coup, pour tous les noms qui ont été cités, on va évidemment leur faire un grand coucou. Je vais les répéter pour ceux qui n'ont pas pu suivre, parce que je lis assez rapidement. Donc on fait un coucou évidemment à Jørn Simons, on fait un coucou à Tristan Archer, Sturi, on fait un coucou à Bad Bones, on fait un coucou évidemment à Mike DiVecchio, qu'on salue évidemment, qu'on croise de temps en temps. Legend Von Creed, qui je parle de temps en temps.
Évidemment, à Bodyguard. On fait un coucou évidemment à Guillaume Lepers qui est le présentateur de la nuit du catch et évidemment le youtubeur French Wrestling Beast. On le salue évidemment. Et Fabio Ferrari évidemment également. Donc voilà, beaucoup de noms, beaucoup de noms. Et Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est comme exceptionnel de sa part, quand même. Et je crois qu'il était organisateur aussi de ce show. Oui, Je me oui, trompe oui, il est pas. organisateur avec Guillaume Lepers. Et voilà. C'est vraiment une très belle initiative de sa part, quand même, d'avoir fait ce show. La nuit Ça du va catch qui se permettre passe à Nice. Donc du coup, malheureusement, la nuit du catch 3 a été annulée à cause du Covid, il me semble. Mais je pense qu'il y aura une édition qui va être reportée. Donc, et je pense franchement, Kevin, si, s'il est d'accord et si l'occasion si on peut, nous est si on en a proposée, l'occasion. avec plaisir, nous irons à Nice voir la nuit du catch. On va essayer, en tout cas, au maximum pour aller faire un tour là-bas Histoire et de justement de match. pouvoir aller voir tout ça, quoi. De pouvoir aller rencontrer Guillaume, histoire de parler avec lui, rencontrer ben, des catcheurs qu'on ne connaît pas, revoir les catcheurs qu'on connaît déjà, tels que Mike DiVecchio, qu'on connaît, qu'on croise de temps en temps. Donc voilà. C'est vrai. On va Voilà, voilà. essayer. On va essayer de sortir. Et du coup, on va passer à la huitième question, les amis. Huitième question, que penses-tu du catch français ainsi que du circuit indépendant? Donc pour ceux qui ne sachent toujours pas ce que c'est le circuit indépendant, c'est très simple, le circuit indépendant, c'est toutes les fédérations qui se passent hors les plus grosses fédérations. En fait, si vous voulez, je vais vous les expliquer un peu plus clairement. Tout ce qui est plus grosse fédération, donc je parle évidemment de la WWE, la All Elite Wrestling, Impact Wrestling évidemment, la ROH ou encore la New Japan Pro Wrestling, le Stardome, il y en a plein. Il y en a beaucoup d'entreprises, mais vous m'avez compris, toutes les plus grosses fédérations dans le monde du catch, et évidemment la CMNL au Mexique, voilà, toutes les plus grosses fédérations, ça c'est tous les sols en fait internationaux. Et en fait, le circuit indépendant, c'est toutes les petites fédérations qui nous permettent de nous faire ce qu'on appelle un nom dans le catch, que ça soit en France ou n'importe où sur la planète. Et plus tard, le but de tout catcheur, comme l'a dit Tom et comme l'a répété tout à l'heure Kevin, le but de tout catcheur, c'est de finir évidemment dans l'une de ces fédérations internationales. N'est-ce pas Kevin? C'est ça. C'est vraiment une petite fédération qui permet. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrat, en fait. Il n'y a pas de contrat. C'est juste, vous venez, vous faites votre match et vous êtes payé ensuite. C'est ça. Et ça vous permet d'être beaucoup plus connu. C'est ça. C'est là où Et vraiment, en fait, le circuit indépendant, c'est là où vraiment vous vous faites connaître, en fait. C'est là où, en fait, vous vendez votre CV. Vous vous vendez, en fait. Et le but, c'est que les plus grandes fédérations voient votre CV, vous voient, en fait, catcher et se disent, ah, lui, il est intéressant, son personnage, bon, il est pas mal, il est pas mal. Et du coup, boum, ils vous contactent. Et ensuite, vous avez plus qu'à faire le nécessaire pour vous faire recruter, tout simplement. c'est ça. Comme exemple, on a la PC. Exact. L'APC, la meilleure école de catch en France, dont nous sommes. Exact. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. On On va a tout dit. laisser parler notre invité, c'est-à-dire Tom Laroufa. Alors, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de chance sur le circuit français
parce qu'il y a énormément déjà de plus en plus de catcheurs et surtout de bons catcheurs. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Bonne dans le sens que ça veut dire que l'avenir risque d'être très bon si il y a des très bons shows qui se font, ce qui est déjà le cas, mais il faut qu'il y en ait plus, bien sûr, surtout plus de promotions qui y mettent les moyens. Mais après, c'est peut-être pas forcément une bonne chose dans le sens que bon, vu que qui dit plus de talent dit forcément aussi des fois plus de talent moyen qui ne devrait pas être sur un ring, tu vois. Donc ça aussi, malheureusement, c'est un peu un problème. Mais bon, pas trop à l'APC. À l'APC, il y a une très bonne école. C'est pour ça que, franchement, moi, j'adore venir entraîner les jeunes là-bas. Je cache pas souvent à l'APC parce qu'après, les shows sont le dimanche. En général, le dimanche, je rentre d'un autre show en Europe. Mais les catcheurs de l'APC, en général, tu peux être sûr que c'est une très bonne marque de fabrique. Et moi, je conseille souvent aux gens qui veulent commencer le catch, je leur dis, écoutez, il y a cette école à Nanterre, allez-y. Et voilà, le seul truc, c'est que la concurrence est rude, parce qu'il y a vraiment de très bons catcheurs. Et jeune surtout, ça aussi c'est important, d'être jeune et bon, c'est super parce que ça permet de mettre la carrière sur de très bons rails pour commencer. Et ce que je pense après du circuit indépendant européen. Après le truc maintenant c'est que bon déjà primo avec la crise du Covid-19, c'est pas top, donc c'est un peu au ralenti, voire même beaucoup ralenti. Et puis deuxièmement, bon maintenant c'est différent parce qu'on a quand même NXT UK, NXT UK est le network de la WWE qui apparemment maintenant va commencer le 15 août à diffuser des shows de fédérations indépendantes européennes. Donc est-ce que c'est bien ou pas? C'est bien parce que ça va donner une exposition à beaucoup de gens. Maintenant, voilà, après il faut voir aussi niveau contrat comment ça se passe. Voilà quoi, il y a énormément de choses à faire en Europe, ça c'est clair et net, je l'ai toujours dit, mais il faut que ça soit bien fait, que les gens travaillent intelligemment et pas trop en fonction de leur ego, parce que c'est ça aussi le problème du catch des fois, c'est que certains voient avant tout eux, et ils pensent pas au bien du produit, ni à construire un truc sur la longueur, quoi. Donc ça aussi c'est un problème, mais je pense que de toute façon, ce qui est bien dans le catch, c'est que la plupart des gens qui ne bossent pas pour le catch, un jour ou l'autre ils dégagent parce que soit ils perdent le courage ou tout simplement ils se plantent, quoi. Donc le truc c'est là-dessus, c'est le catch, c'est bien, c'est que c'est un business qui se nettoie, qui fait une sélection naturelle. Donc là-dessus je me fais pas de soucis. Et puis voilà quoi, donc franchement il y a de beaux jours qui arrivent pour le catch français et le catch européen, à condition qu'on puisse un jour bien sûr refaire des shows dans des salles remplies. Oh oui, oh oui. Allez, je te remercie pour cette interview. Je te souhaite le meilleur. On se revoit lors des stages parce que tu es toujours là et tu progresses de mois en mois, ça c'est clair. Chris et à tes potes aussi également. Et donc à tous tes écouteurs, merci les mecs d'avoir écouté, et puis les mecs et les filles bien sûr, et les femmes d'avoir écouté. On se voit bientôt. Si vous voulez faire du catch, vous avez la PC, vous avez mes stages aussi. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Twitter, @TomLaRufa, très simple, TOMLARU2FA. Facebook aussi, j'ai une page. Bon, le profil, j'ai 5000 amis, donc je ne peux plus vous accepter. N'hésitez pas, vous suivez mon actu. Oh oui, oh oui. Allez, portez-vous bien. À plus. Ciao, ciao. Aussi, bien sûr, j'oublie. J'ai ma chaîne YouTube, Tom Larufa, ça aussi j'oublie. Là-dessus, alors là, bon, c'est pas spécialement catch. Je fais souvent des vlogs sur mes week-end catch ou des interviews avec des gens du business également. Mais principalement aussi, je fais aussi des revues de l'actualité, de plein de différents sujets. Enfin voilà, c'est une chaîne un peu plus généraliste, on va dire, mais tout aussi intéressante. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Donc du coup, voilà les amis. Donc vraiment, ça a été vraiment une expérience vraiment intéressante, lucratif, tout ce que vous voulez. Parce que vraiment, ça a été vraiment incroyable pour moi de pouvoir proposer à Tom Larufa de faire cette interview, de pouvoir du coup avec Kevin vous proposer un contenu sympathique. Vraiment, c'est quand je vous propose des choses, je le fais. Et clairement, cette interview avec Tom Larufa était réfléchie, parce qu'on avait réfléchi, on en avait parlé un petit peu avec Tom. Et franchement, j'ai été vraiment content qu'il ait pu accepter et que le projet lui ait plu. Donc déjà, premièrement, merci à Tom Larufa d'être passé par l'émission. Ensuite, je fais une dédicace à tous les catcheurs et tous les gros noms qu'il a pu citer. Donc Sturi, French Wrestling Beast, Bad Bones, etc. Et clairement, je remercie Tom Larufa pour du coup la petite dédicace, le petit clin d'œil qu'il m'ait fait à propos de mon évolution dans le catch français.
Et clairement, là, je le dis franchement devant tout le monde, hein. Clairement, je le dis devant tout le monde. Je suis en train déjà de prendre confiance en moi, parce que tu vois, j'ai pas du tout confiance en moi. Premièrement, du tout, je suis donc du coup je remercie Tom Lorfa du coup pour ce compliment. Et puis je promets de faire du coup le meilleur possible, d'apprendre de lui et surtout d'apprendre des autres, de progresser le plus possible euh, dans les mois qui vont arriver. Et pourquoi pas plus tard nous voir en action, qui sait? N'est-ce pas, Kevin? Qu'est-ce que tu veux dire toi-même? Alors déjà, j'espère le revoir très bientôt. Apparemment, il y aurait un nouveau stage avec Tom En très fin août, bientôt. ouais. Donc du coup, pour les informations, apparemment, du Normalement. coup, ça sera pour tous Enfin, les c'est pas débutants. Donc du officiel. coup, ça sera un séminaire en deux parties. Donc une partie avec que les débutants et une autre partie avec tous les workers et les professionnels. Donc voilà. Donc voilà pour ceux On va qui. voir. C'est pas officiel. C'est pas officiel, mais c'est en C'est pas train officiel. d'en parler en tout cas. Voilà, voilà. Donc, on va voir pour faire ça. Voilà, donc c'est en préparation, mais voilà, on attend l'officialisation. Hum. Bien sûr, nous, on sera présent comme d'habitude. Qu'est-ce que tu en penses Et du coup voilà, de ce qu'il a pu dire à ton égard, du coup? c'est vraiment, je le remercie parce que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et il m'a appris, la première fois que j'ai été le voir pour mon stage, vraiment, j'avais quasiment aucune base Hum, et en 4 mois, allez, allez, 6 mois, ouais, c'était 6 mois, 6, 7 mois, j'ai réussi à avoir beaucoup de bases et à m'améliorer grâce à tous ces conseils. hum. Alors vraiment, quand on dit que vous apportez beaucoup, c'est vraiment sérieux. C'est vrai. C'est pas des Et mots, franchement, encore une fois, je voilà. remercie Tom Laruffa pour l'interview. Je remercie Tom Laruffa également pour tout ce qu'il m'a apporté dans mon catch, mais surtout dans le ring, parce que ben je ne le remercierai jamais en fait, jamais, jamais plus de ce que Jamais je dois lui assez. dire. Hein? Jamais assez. Voilà, c'est ça, jamais assez. Parce que franchement, je perds mes mots parce qu'en fait, je suis tellement content, en fait, ému, tout ce que vous voulez, que je perds mes mots. Et c'est rare que je perds mes mots en pleine interview, donc c'est vraiment hors le catch, c'est vraiment hors Chris Tyler, hors ce que je fais. C'est vraiment le personnage réel qui vous parle actuellement. Donc voilà. Et puis clairement, comme j'ai dit, hein, je promets de faire tout ce que je peux pour progresser encore plus et vous montrer ce que je sais faire dans les mois qui arrivent. Surtout, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Allez voir du coup la page de catch de l'émission AA Wrestling WWE sur Facebook. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux de Tom Laruffa. Il vous l'a dit lui-même. Donc c'est Tom Laruffa à peu près partout. Donc Facebook, Twitter, Instagram. Également sa chaîne YouTube, donc Tom La Rufa. Donc je mettrai un lien pour chaque compte, en fait, chaque compte de ces réseaux sociaux dans les commentaires, dans les liens du commentaire. Et puis, est-ce que tu aurais un dernier mot, Kevin, pour cette interview? Ah, merci. Merci. Ben, c'est clairement le dernier mot que j'allais dire également. Merci pour tout. Merci pour tout et on se retrouve très prochainement. Il n'y a pas d'autre mot.